Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Argon & Co. Ce webinaire s'adresse aux managers, aux directions fonctionnelles, aux directions générales qui cherchent à mobiliser la pleine puissance de l'IA. Il va répondre à 3 questions. La première est quelles sont nos convictions sur le potentiel de l'IA dès maintenant, à un horizon vraiment concret, actionnable rapidement. La deuxième est quels sont les retours d'expérience sur des cas métiers concrets, quelles ont été les approches retenues, quels ont été les apprentissages et les bénéfices. Et la troisième question, et la plus importante, est finalement quels sont les impacts que l'on peut en tirer et comment s'organiser pour saisir le plein potentiel de l'IA dans vos métiers. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants. D'abord Claire Touvenin, fondatrice et dirigeante du cabinet de conseil en ressources humaines GoBlossom. Bonjour Claire. Bonjour. Ensuite Mathieu de Nodrest, directeur associé chez Argon & Co, qui dirige notre approche de transformation des opérations par l'IA. Bonjour. Et enfin Guilhem Delorme, qui pilote notre équipe data, Iris by Argon & Co, et qui co-développe conjointement avec les équipes de conseil notre approche transformation des opérations par l'IA. Ce webinaire va développer et dévoiler des apprentissages issus d'une grande expérience, puisqu'elle est fondée sur 8 années de pratique, avec plus de 1800 assistants IA, plus de 500 cas d'usage développés dans 50 métiers et plus de 2000 personnes formées aux enjeux de l'IA. Mathieu, première question pour toi. On constate chez nos clients que l'IA est un sujet qui intéresse beaucoup, en particulier au niveau des directions générales, des conseils d'administration, et qu'en revanche, les métiers, les opérations ont du mal encore à l'accrocher à leurs actions. Quelles sont tes convictions sur ce qu'il faut faire? Très bien, c'est effectivement une question que mes clients me posent souvent, et effectivement, le constat qu'on fait aujourd'hui chez Argon & Co, c'est que l'IA a aujourd'hui le potentiel d'améliorer la plupart des activités que font les équipes dans les opérations au quotidien. Pour illustrer ça, on va donner quelques exemples dans la suite. Donc le premier exemple, si je prends l'exemple d'un approvisionneur, un des rôles de l'approvisionneur aujourd'hui, c'est de capter des informations qui vont lui parvenir de différentes sources, par exemple des fournisseurs qui vont lui écrire par mail, le prévenir de retard de livraison. Donc être capable de faire le lien dans cette information et son plan d'appro, mettre à jour son plan d'appro et puis informer l'équipe de production du retard de cette livraison qui peut mettre en péril une production prévue. Donc ça, c'est ce que fait aujourd'hui une des activités d'un approvisionneur, et l'ensemble de ces étapes-là, aujourd'hui, peuvent être grandement accélérées, voire complètement automatisées grâce à l'IA. Donc ça, c'est un premier exemple. Si on va sur un domaine très différent, un processus qui est assez chronophage et assez laborieux dans les entreprises, souvent c'est le processus de détermination des primes de fin d'année. C'est un processus qui nécessite beaucoup de temps sur une période de l'année, au manager, au RH. Voilà, c'est un process dans lequel il faut rassembler pas mal d'informations, certaines issues des KPI de l'entreprise et des données structurées, mais aussi d'autres beaucoup issues de documents non structurés, d'échanges, etc. Et donc, là aussi, l'IA peut grandement aider à gérer toute cette information-là, la structurer pour arriver jusqu'au calcul du bonus de fin d'année et donc libérer beaucoup de temps aux équipes. Donc voilà, un troisième exemple assez différent, c'est le cas d'un manager supply chain qui doit animer le processus SNOP et amener la direction à prendre des décisions. Enfin, c'est un travail quelque part qui se répète chaque mois, qui est basé sur des informations dans le système d'information, sur l'état des plans supply chain, mais aussi basé sur tout un tas d'informations non structurées, collectées lors de demand review, de supply review ou d'échanges avec les différents métiers. Donc pour préparer cette réunion, assembler tous ces éléments, là aussi l'IA peut apporter beaucoup d'efficacité pour préparer une première version qui va finalement servir de base pour que le manager supply chain ensuite l'ajuste selon ses besoins. Et enfin, dernier exemple, sur encore un autre domaine, la partie gestion de projet dans les opérations. C'est aussi, les chefs de projet leurs activités principales, c'est gérer justement des informations dans des réunions, via des emails, mettre à jour des rapports d'avancement, préparer des meetings de décision. L'ensemble de ces étapes-là, et on vit dans notre métier de consultant au quotidien, peuvent être grandement améliorées par l'IA. Et la question que les clients se posent souvent est comment, avec quel type de solution, peut-on saisir ce potentiel? Alors effectivement,
finalement, pour mettre en œuvre l'IA dans les entreprises et dans les opérations, on voit 3 grands types de solutions chez Argon. Premier type de solution, ce qu'on appelle les modèles spécifiques pour des grands cas d'usage. Donc c'est vraiment les solutions qui ont été mises en œuvre depuis près de 10 ans par les entreprises les plus matures, qui consistent à construire un modèle spécifique pour traiter un cas d'usage très spécifique où on va vraiment apporter un saut de performance. Par exemple, utiliser du machine learning pour améliorer les prévisions de vente, qui est un cas en supply chain qui a beaucoup été fait. Donc ça, c'est un premier type de solution pour amener l'IA dans l'entreprise. Si je vais sur les solutions à droite, les solutions d'IA généralistes, c'est une nouvelle voie qui est apparue il y a quelques années, qui consiste globalement à mettre en place des chatbots internes, une sorte de chat GPT au sein de l'entreprise, on met aussi dans cette catégorie-là les solutions apportées par des éditeurs de solutions Office comme Microsoft Copilot par exemple. Donc ça, c'est un deuxième type de solution qui est plutôt le levier qu'ont aujourd'hui les directions des systèmes d'information pour donner accès à l'IA aux équipes de l'entreprise. Et finalement, la troisième type de solution qu'on voit nous aujourd'hui et qui, pour nous, est là où l'essentiel, la plus grande partie de la valeur est, c'est les agents IA, enfin des assistants IA dédiés à un rôle métier. Donc là, on parle sur ce type de solution, sur finalement des assistants qui vont être vraiment focalisés sur un métier donné. Parce que finalement, si je reprends sur mon constat initial que l'IA permet d'améliorer la plupart des activités des opérations, finalement, si on regarde un métier donné, par exemple l'approvisionneur, l'exemple que je prenais tout à l'heure, on va trouver plusieurs dizaines de cas d'usage qui vont améliorer ce métier-là, l'augmenter. Et quelque part, pour mettre en place ces multiples cas d'usage, on a besoin, quelque part, de connecter les informations du job qui vont être dans le système d'information, les informations qu'il va avoir sous forme d'email ou de meeting, et avec l'ensemble de ces informations-là, on va être capable de mettre en œuvre ces cas d'usage. Et donc c'est là où on a besoin de solutions spécifiques qui vont combiner différentes briques technologiques, des briques de GenAI et également des briques analytiques pour exploiter les données structurées. Et c'est en ça qu'il y a une différence avec les solutions d'IA généralistes, c'est que les solutions d'IA généralistes vont être focalisées quelque part sur uniquement de la technologie IA générative et sur les données non structurées. Et donc elles permettent en général de ne traiter que quelques cas d'usage sur la totalité des cas qui sont nécessaires pour augmenter complètement et tirer tout le potentiel sur un métier. Afin de concrétiser les potentiels et les conditions de succès, nous allons observer 3 cas d'usage concrets, des cas métiers, puisque l'angle d'attaque métier, comme on le dit là, est très important. Bien évidemment, ces apprentissages peuvent être étendus à d'autres métiers, à d'autres secteurs que ceux que nous allons partager, comme on le verra en troisième temps de notre échange. Le premier cas métier est celui de l'approvisionneur dans la supply chain. Mathieu, peux-tu nous partager tes apprentissages sur ce métier de l'approvisionnement ? Oui, effectivement. Donc là, on va se mettre dans le métier de l'approvisionnement dans un contexte d'industrie automobile. Donc l'approvisionneur a un rôle critique, parce que c'est quelque part lui qui va assurer la disponibilité des composants pour la production et pour s'assurer qu'on ne va pas arrêter les usines et les usines des clients. Et donc il a un rôle critique parce qu'il doit assurer ce service-là, mais tout en garantissant un niveau de stock bas, tout en limitant les coûts de transport et les transports urgents. Donc voilà, c'est un métier assez critique en termes de performance, mais c'est aussi un métier assez exigeant parce qu'il y a beaucoup d'aléas chaque jour et c'est un métier sur lequel les équipes ont une pression très importante compte tenu des impacts associés. Voilà. Et donc notre client, dans sa transformation IA, a choisi de commencer par ce métier pour justement renforcer et améliorer ce processus d'approvisionnement et aussi augmenter le bien-être des employés dans ce métier-là. Donc, dans ce type de projet, finalement, la première phase est souvent la même. Il s'agit d'aller sur le terrain et de comprendre dans le détail c'est quoi le quotidien d'un approvisionneur, quelles sont les différentes activités qu'ils font, pour ensuite pouvoir travailler sur un processus augmenté par IA. Et finalement, si on rentre un peu dans le détail sur cet exemple-là, que fait un approvisionneur au quotidien ? Il va commencer sa journée par revoir l'ensemble des emails qu'il a reçus sur les 12 dernières heures pour comprendre quelles sont les évolutions qui ont eu sur les alertes qui avaient été soulevées la veille. Est-ce qu'il y a de nouveaux problèmes qui sont apparus, communiqués par les fournisseurs ou par les transporteurs ou par les usines, voilà, pour se faire une première idée des nouveaux sujets qu'il va devoir traiter dans la journée. Donc ça, c'est sa première étape. Une fois qu'il a fait ça, il va rentrer dans ses outils et voir travailler la projection de son stock sur les prochaines heures et les prochains jours pour identifier où est-ce que je risque de tomber en rupture et quelles actions du coup mener pour traiter ça.
En même temps, quand il fait ça, il doit aussi se souvenir de ce qu'il avait vu dans ses emails, parce que certaines choses ne sont pas encore dans le système d'information. Un retard fournisseur n'est pas encore reflété dans le système. Donc il doit aussi faire le lien et se dire, si cette appro arrive plus tard, quel impact cela va avoir sur ma projection stock? Est-ce que je vais tomber en rupture? Il va faire des simulations d'accès. Donc c'est une étape qui est assez fastidieuse, assez longue, où il fait sans cesse des allers-retours entre ses emails, son outil de gestion des appros, ses fichiers Excel pour faire des simulations. Et à l'issue de cette étape-là, il est censé avoir une vision claire des alertes qu'il doit traiter. Et c'est là où il va faire un point avec son responsable d'équipe pour se mettre d'accord sur la marche à suivre pour traiter ces problèmes. Et donc ensuite, il va itérer avec les équipes de production, avec les fournisseurs, pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Finalement, est-ce que c'est grave si l'approvisionnement arrive plus tard pour cette usine? Est-ce qu'on peut s'organiser différemment, décaler une production? Contacter les fournisseurs pour savoir s'il est possible d'accélérer certains approvisionnements ou de déclencher des transports urgents. Donc une fois cette étape faite, effectivement, il va passer la main à l'équipe transport qui va déclencher et mettre à jour le plan de transport en fonction. Une autre activité qui est très importante, c'est de s'assurer que les livraisons prévues sur les prochaines heures, en particulier celles qui sont critiques pour la production, vont bien arriver en temps et en heure. Donc là aussi, c'est un travail assez fastidieux où il doit faire des allers-retours entre son outil d'appro et différentes informations qu'il peut aller chercher dans le TMS pour savoir ou dans le tracking des transporteurs pour savoir si la livraison va bien se passer. Et puis enfin, une fois qu'il a traité tous ces problèmes, il va passer sur le travail traditionnel de l'approvisionneur, c'est-à-dire passer des commandes, affermir des commandes sur la prochaine période. Et finalement, on se rend compte que ce métier-là, on constate les limites qu'on a un peu introduites tout à l'heure, c'est beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée, beaucoup de tâches très consommatrices de temps et à faible valeur ajoutée, une difficulté pour l'approvisionneur de savoir quelles sont les vraies priorités sur l'ensemble des problèmes qu'il reçoit, et aussi une difficulté à s'assurer à la fin de la journée, est-ce que l'ensemble des problèmes ont bien été traités. Difficile à la fois pour l'approvisionneur et pour sa hiérarchie d'avoir une vision claire et d'être sûr que tout a été traité en temps et en heure. Et puis enfin, dernière limite, c'est aussi un travail, et on le voit, qui est très focalisé sur l'urgence, traitement de problèmes, et qui laisse très peu de temps à l'anticipation et à le travail d'amélioration continue. Donc finalement, passer sur cette bonne compréhension du métier d'approvisionneur, on a travaillé sur un processus augmenté par IA, et je vais ici vous montrer un peu le quotidien de l'approvisionneur sur la base de ce processus-là, sur la base justement de l'assistant qui va l'accompagner sur l'ensemble de sa journée. Donc voilà. Donc l'idée effectivement de ce projet-là, c'est d'équiper l'approvisionneur d'un assistant IA qui va l'accompagner sur l'ensemble des étapes de sa routine quotidienne. Et donc ça se traduit par un tableau, un cockpit de pilotage que vous voyez ici, qui va l'accompagner sur les différentes étapes. Dans cet assistant a l'ensemble des datas du job, c'est-à-dire l'ensemble des emails que l'approvisionneur reçoit, l'ensemble des meetings qu'il réalise, et également toutes les données issues de l'ERP et de l'outil de gestion des approvisionnements. Donc première chose qu'on va voir, c'est finalement qui reflète la première étape de la journée de l'approvisionneur, c'est quelque part comprendre en fait tous les nouveaux problèmes qui sont apparus ces 12 dernières heures. Donc là, effectivement, l'IA va faire une synthèse des emails qu'il a reçus en la structurant par type de problème. Les problèmes de supply, les sujets de changement de besoin, les problèmes logistiques et de transport. Et l'IA va analyser chaque mail et va les structurer compte tenu des datas de l'entreprise, c'est-à-dire faire le lien avec les fournisseurs concernés, les usines concernées, et potentiellement les pièces concernées et les ordres d'achat concernés, pour quelque part préparer ce travail-là qu'ensuite l'approvisionneur va pouvoir mettre directement en lien avec son plan d'appro. L'approvisionneur peut aussi à ce moment-là un certain nombre de boutons d'action pour approfondir certains sujets, soit pour contacter un fournisseur, lui poser des questions additionnelles sur le sujet, ou voilà, pour aller voir l'impact dans la projection stock par exemple, qu'on verra juste après. Donc voilà, ici on matérialise la première étape qui consiste quelque part à faire un screening rapide de tout ce qui s'est passé les 12 dernières heures et informations que l'approvisionneur a reçues. Deuxième étape, donc là on rentre sur le cœur du travail de l'approvisionneur qui est d'identifier, de traiter les alertes qu'il a à traiter aujourd'hui. Donc là l'idée c'est qu'il a un tableau d'alerte unique avec l'ensemble des alertes qu'il a à traiter et qui est déjà priorisé par l'IA. Et donc il va pouvoir voir ici les différents sujets. Donc par exemple, ce qui est dans la première catégorie Real Backlog ici, ce sont des problèmes d'appro qui étaient déjà identifiés les jours précédents. Et là, il peut suivre effectivement sur chacun des problèmes où est-ce qu'on en est dans le plan d'action, est-ce que le problème a été levé. Il peut, comme ça, s'assurer et ne pas revenir chaque jour sur la même alerte qu'il aurait identifiée les journées précédentes.
Deuxième sujet, truck alert. Ici, on est sur un certain nombre de livraisons qui sont critiques pour l'usine et qui doivent arriver dans les prochaines heures. Et là, le travail qu'il faisait historiquement, c'est qu'il allait rechercher dans différents systèmes des indices permettant de savoir s'il pouvait y avoir un problème ou pas. Et donc les trois choses qu'il regarde, c'est finalement, est-ce que le changement a été fait à l'heure? Premier indicateur. Et donc ça, il allait voir historiquement dans le TMS. Deuxième chose, c'est est-ce que dans la communication via email reçue des transporteurs, est-ce qu'on va mentionner des retards ou des problèmes potentiels? Et troisième chose, c'est la consultation du tracking transporteur quand il l'a disponible. Et à partir de ces trois indicateurs, il va se dire, est-ce qu'il y a un risque, qu'il y a un problème? Donc là, dans ce cas-là, les trois voyants sont ouverts, donc il y a peu de risques, il n'y a pas de risque, il ne va pas forcément aller plus loin. En revanche, sur un deuxième exemple après, on va voir ici qu'effectivement, il y a un retard qui a été mentionné par un transporteur. Et donc là, l'approvisionneur va avoir plusieurs actions à mener. Il va d'abord contacter le transporteur pour savoir si le retard est avéré, s'il risque de s'aggraver. Il va ensuite contacter l'usine pour la prévenir et qu'elle puisse s'adapter à ce changement. Et tout ça accessible effectivement via cet assistant. Et enfin, du coup, dernier type d'alerte qu'on va voir ici, ce sont les alertes qui sont les alertes issues des emails. Donc là encore, on a vu au début, premier traitement des emails par l'IA qui va structurer les emails et les analyser, les mettre dans le langage de l'approvisionneur. Et ici, du coup, on a le lien direct entre la ligne du plan d'appro impactée par le problème mentionné sur l'email. Donc dans cet exemple-là, effectivement, on a passé une commande de 1500 auprès d'un fournisseur sur une pièce donnée. Le fournisseur mentionne qu'il a eu un problème et qu'il va être capable de ne livrer que 1300. L'IA a interprété cette information-là, l'a mise dans le tableau d'alerte qui permet de se faire une idée de l'impact sur la prochaine stock et de dire directement est-ce que c'est un sujet critique ou pas est-ce que finalement est-ce que ça va mettre en péril le plan de production de l'usine. Donc voilà un aperçu rapide de à quoi ressemble l'assistant IA qui accompagne l'approvisionneur dans l'ensemble de sa journée. Donc globalement, là on a détaillé quelques exemples, mais cet assistant, il regroupe dans ce cas d'approvisionnement une soixantaine de cas d'usage, du type de ceux qu'on a vus, et qui permet quelque part, quand on additionne tout ça, d'avoir un impact d'à peu près 40% sur la charge de travail au quotidien des approvisionneurs. Et on le voit que sur chaque cas d'usage, c'est une combinaison, ce qu'on voit dans la colonne technologie, c'est une combinaison de technologies analytiques, d'IA générative et de RPA qui permettent, en les assemblant quelque part, d'arriver à ce niveau d'impact. Merci Mathieu pour ce premier retour d'expérience sur le métier de l'approvisionnement. Je vais maintenant passer la parole à Guilhem. Peux-tu nous éclairer sur un autre cas d'usage qui est celui du service client ? Oui, effectivement, on va changer complètement de domaine ici. On va aller du côté du service client. On va être ici sur un service client qui est plutôt orienté B2B, dont un des rôles est de gérer la prise de commande de leurs clients directs, qui sont aussi des entreprises. Et je pense qu'il est intéressant, en particulier dans ce cas-là, c'est de se rendre compte que dans le cas que présentait Mathieu à l'instant, on ne voit pas d'IA travailler. En soi, l'interface, c'est des boutons, c'est des alertes. Là, on va voir une IA au sens un peu usuel du terme, sous le format d'un chatbot. Donc à ce titre, l'exemple est doublement intéressant parce qu'on change de domaine et on change un petit peu aussi de philosophie sur l'interface. Donc si on regarde ce cas un petit peu plus dans le détail, de quoi s'agit-il? Comme je le mentionnais, c'est un sujet de prise de commande. Donc le but, au final, sur la personne du Customer Service ici, c'est d'avoir d'un côté des commandes qui tombent sous un format très hétérogène et peu structuré, et de l'autre, le besoin de rentrer ces commandes dans le RP. Le RP qui attend, lui, un format très structuré, très standardisé, avec l'entête de commande, les lignes de commande, chaque ligne étant avec votre produit, avec son code, la quantité, la date requise, etc. Et donc la réalité du terrain aujourd'hui, c'est que ces données d'entrée, ces documents, ils sont très peu structurés, ils sont très hétérogènes, et dès qu'on se retrouve face à une forte variabilité, aujourd'hui la réponse c'est je vais demander à un humain, finalement, de faire le mapping entre ce qu'il reçoit dans sa boîte mail et ce que le RP attend. Et c'est ça qu'on va, vous en douter, on va chercher à outiller mieux à travers l'IA. Donc là, le but, ça va être quoi? Ça va être de demander à une IA, finalement, de pouvoir s'adapter à cette variété des formats d'entrée. Parfois, on reçoit un email où directement les lignes de commande sont dans le mail. Parfois, c'est un Excel qui est en pièce jointe, qui est un peu simple. Parfois, un Excel plus complexe avec différents onglets qu'il faut retraiter. Ou même des PDF dont le format ne cesse de varier. Et donc le but de l'IA, ça va être de faire cette conversion de format au passage, mais il ne s'agit pas uniquement d'une conversion de format, il y a aussi plusieurs gestes métiers qui sont à faire pendant ce processus-là, qui consistent notamment à faire un contrôle de cohérence, vérifier par exemple que les numéros d'entête de commande sont cohérents, vérifier aussi que les SKU qui sont commandés sont tous toujours actifs,
et pouvoir ainsi aller au bout du processus pour arriver à intégrer une commande qui finalement est sans erreur dans le RP. Donc pour outiller ça, c'est la page suivante, on va pouvoir en fait finalement construire une sorte d'assistant qui va vraiment travailler main dans la main avec la personne du customer service. Et on voit ici une capture d'écran, on va la voir dans 1 minute en action à travers une vidéo. Mais le but de cet assistant, c'est vraiment à droite d'avoir finalement la donnée d'entrée, hein, qu'est-ce qui a été reçu dans le mail, la pièce jointe, etc., qu'on a toujours en référence visuelle. Et à gauche, la zone de travail avec cet assistant IA qui va vous guider tout au long du processus. Et pour être très clair, cette IA, elle est interne, elle n'est jamais montrée au client final. C'est vraiment un copilote, un assistant pour la personne du customer service qui reste complètement maître de ce qui se passe et de la communication externe. Et malgré tout, cette IA, elle est connectée à une base de données. En l'occurrence, elle est connectée à l'ERP, parce qu'il faut pouvoir récupérer les master data des produits, par exemple, mais aussi le portefeuille de commandes, l'état des stocks, etc. Donc on va le voir tout de suite en action à travers une vidéo. On va suivre ensemble comme ça la vie d'une commande. Et vous allez voir, ça démarre de manière assez naturelle par un geste métier qui est « je récupère mon mail et je le charge dans l'application ». Donc par un geste très simple, c'est drag and drop, je vais charger soit la pièce jointe, soit le mail, et on va le voir tout de suite, c'est le preview dont je parlais. Et puis l'IA va se mettre au travail tout de suite. Première chose, c'est de détecter les incohérences. Là, il y en a une dans l'exemple qu'on voit, c'est pas le même numéro de purchase order entre le corps du mail et la pièce jointe. Et donc l'IA l'a détecté, demande clarification, propose un mail à envoyer au client pour clarifier quel est le bon numéro. Et on voit du coup ce côté un peu prise de décision par l'IA qui est en action. Toute la force de la solution, comme je le disais, c'est de pouvoir s'adapter à des formats d'entrée qui sont très variés. Donc on a vu un PDF un peu simple avant, on vient de voir un Excel. Ici, on va voir un exemple où il y a plusieurs PDF en pièces jointes qui ont chacun des formats similaires, mais qui sont finalement à éclater entre plusieurs commandes. Et c'est ça vraiment la richesse de cette solution, c'est de pouvoir s'adapter à ces différents formats d'entrée. Donc nulle part, il y a eu de code en dur pour dire voilà le format et ce que tu dois faire sur chaque format. Et puis le process continue. Le process, je le disais, il consiste à vérifier des choses, notamment vérifier qu'on est sur le bon client, qu'on est sur les bons SKU. Il y a toute une partie des mappings de SKU qui vont être faits automatiquement par l'IA, mais pas tous. Il peut y avoir des cas où l'IA n'est pas sûre du mapping, n'est pas sûre du SKU qui est commandé, et donc elle va demander confirmation à la personne qui est derrière l'écran. Donc on est à nouveau vraiment sur ce mode assistant, où il y a un seuil de confiance, on va dire, de l'IA, et en deçà duquel il va y avoir une interaction humaine. Et puis on continue la suite du processus. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est que dans la suite de ce processus-là, c'est chez ce client-là, il y a notamment des étapes de contrôle de disponibilité de stock, on le voit là, avec un color coding en rouge quand le quota est dépassé ou que le stock n'est pas disponible. C'est très spécifique à ce client-là, mais là encore, ça se configure finalement en quelques prompts d'adapter ce type d'assistant à un process qui soit particulier. Et puis on va arriver comme ça aux dernières étapes du processus, à une synthèse de la commande, de la palettisation, de la conteneurisation qui vient avec, pour arriver, et c'est un peu le dernier geste, à ce téléchargement de fichiers de sortie, le CSV, qui finalement, on le voit là, est structuré, prêt à injecter dans le format qu'attend le RP. Donc ça, c'est l'entête de commande, et puis vous imaginez bien qu'il y a le même fichier sur les lignes de commande. Donc on vient de vivre ensemble le flux bout en bout de saisie de la commande, et on vient de se rendre compte de deux choses qui sont très intéressantes. C'est que d'une part, les formats d'entrée, on a vu, ils sont très hétérogènes, et d'autre part, le flux métier, même si dans l'idée générale, c'est toujours la même chose, on veut arriver au fichier de sortie, finalement, le chemin qu'on prend pour y aller n'est pas déterministe. Et finalement, c'est l'IA elle-même qui va un peu s'adapter à la situation, notamment dans le cas où il y a des erreurs, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc le résultat de tout ça, il est en bas de l'écran ici sur cette slide, c'est que on gagne du temps, on gagne en efficience, c'est le but principal de ce type d'approche. En l'occurrence, sur ce processus-là, sur cet exemple-là, c'est 73% de temps. Et je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, ce processus-là doit exister dans une certaine mesure. Ça peut exister aussi de l'autre côté, un côté approvisionneur. Mais effectivement, cette prise de commande, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez nombre de nos clients, en particulier sur les flux B2B. Et au-delà de l'efficience, il y a d'autres bénéfices plus humains qui sont aussi de gagner en qualité de travail, puisqu'on fait moins d'aller-retour entre plein d'applicatifs, entre votre ERP, votre base mail, vos Excel, et on travaille finalement dans une seule interface, une seule application. Ce qui permet d'avoir un cadre, on va dire, plus apaisé, digitalement parlant, de travail. Donc ça, c'est aussi un des bénéfices qui, je trouvais intéressant sur ce type de cas et très complémentaire par rapport à ce que Mathieu nous montrait tout à l'heure. Merci pour ces éclairages sur le deuxième métier, le service client, après l'approvisionnement.
Nous allons désormais passer à un troisième domaine d'application très intéressant et très prometteur, celui des ressources humaines. Le cabinet Argon & Co et le cabinet GoBlossom ont collaboré avec une grande entreprise des services pour transformer les processus ressources humaines grâce à l'IA. Claire, peux-tu nous exposer la démarche qui a été suivie et les bénéfices qui ont été retirés? Tout à fait. Alors, comme beaucoup de mes confrères RH qui nous écouteront aujourd'hui, nous avons implémenté pendant de nombreuses années des SIRH à grand renfort de moyens, tant financiers qu'humains, et sur des longues périodes. Et force est de constater que vous, managers dans vos métiers aujourd'hui, vous continuez de venir nous voir pour des informations basiques que vous ne trouvez pas, vous ne savez pas, effectivement. Donc l'IA, aujourd'hui, nous offre des opportunités agiles de créer des outils véritablement intégrés dans l'environnement de travail des managers, que vous êtes tous. Et c'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui ensemble pour en parler. Donc, plusieurs choses. Comment on a effectivement fonctionné? On est parti finalement des interactions quotidiennes entre les managers et les équipes RH. Donc, quelques exemples. Par exemple, dans le recrutement, très régulièrement, vous avez des managers qui viennent nous voir pour adapter des descriptifs de poste à effectivement une spécificité de leur métier. Vous avez des managers qui viennent nous voir pour des sujets de performance, parce que malheureusement, dans les équipes, vous avez des fois des personnes qu'il faut effectivement suivre plus particulièrement. Vous évoquiez aussi, Mathieu, des sujets de rémunération qui occupent beaucoup de temps des RH. Donc, on est vraiment parti de ce quotidien d'interaction entre managers et équipe RH. Une fois qu'on avait effectivement défini ce thème-là, on s'est dit, voilà, pour pouvoir servir ces besoins-là, où trouver finalement les informations qui vont permettre de pouvoir répondre à ces questions quotidiennes. Donc là, on a étudié toutes les données disponibles, donc de façon structurée, non structurée, qui étaient disponibles au sein effectivement de l'entreprise. Bien entendu, on est sur des sujets RH, donc il y a un sujet de confidentialité importante. Donc certaines, effectivement, de ces données sont bien sûr à positionner, donner des accès seulement à certaines personnes et pas d'autres. Donc une fois qu'on avait, d'une part, les données, d'autre part, défini les conditions d'accès, on a pu commencer, grâce aux équipes d'Iris, by Argon & Co, de créer des outils d'IA qui allaient pouvoir répondre aux questions, voilà, on va dire, de premier niveau RH, dans un premier temps, de questions récurrentes qu'on peut nous poser. Ça, c'est effectivement le premier temps. Dans un deuxième temps, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que nous travaillons sur un deuxième outil d'IA pour former, entraîner cet outil sur des sujets et des niveaux RH plus complexes, des questions plus difficiles. Ça peut être par exemple des sujets de performance. Vous avez un collaborateur qui a un sujet de performance au sein de son équipe, qui va venir nous voir pour savoir comment adresser un cas, analyser des faits, comment finalement il doit interviewer, chercher de l'information, des faits réels qui vont pouvoir servir finalement la résolution d'une problématique humaine, de façon à aller voir ensuite sa RH. Donc, un assistant dans un premier temps qui vraiment va adresser donc ces niveaux 1 de questions RH, et on va vous en montrer maintenant le portail. Donc un portail d'application dont vous montre effectivement aujourd'hui, qui ressemble un petit peu à ce que vous avez pu voir auparavant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un portail et que derrière ce portail, vous avez une multitude d'assistants IA qui va pouvoir effectivement alimenter et répondre et permettre, ce que vous voyez sur cet écran, finalement une fiche individualisée d'un collaborateur avec, sur une page, tout ce qui peut concerner son historique, son ancienneté, enfin sa rémunération sur les 3 dernières années, etc. Donc vraiment une fiche complète. Comme on vous l'évoquait auparavant, les données sont à aller chercher dans des outils de paye, dans des outils partagés des équipes. Les dossiers du personnel aussi, des collaborateurs, peuvent être utilisés. Donc tout cela va servir finalement de source de données à cet outil qui va pouvoir effectivement donner une vue complète en temps réel et aux équipes RH et aux managers. Donc vous comprenez aisément tous dans votre rôle de manager aujourd'hui le gain de temps qui va être effectivement réalisé et par les équipes RH et par les équipes managériales. Cela va permettre de pouvoir avoir
tout de suite des discussions, des niveaux d'échange beaucoup plus qualitatifs entre ces deux types de populations au quotidien. Alors, nous allons vous faire une démonstration de deux de ces outils. Donc, le premier, qui est un outil effectivement donc de démonstration d'un collaborateur. Donc vous êtes manager, vous entrez effectivement dans un collaborateur. En quelques clics, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces informations personnelles, de rémunération. Quelques clics plus tard, vous pouvez également comparer finalement un de ces collaborateurs avec un autre collaborateur de votre équipe, par exemple pour faire des comparatifs de salaire en vue d'une revue de performance ou des réunions liées aux rémunérations qui vont avoir lieu. Donc très rapidement, vous pouvez avoir cette synthèse et comme vous le voyez, le langage est usuel, c'est vraiment sous forme effectivement d'un prompt ChatGPT. Vous pouvez très rapidement avoir ces données et ces informations. Dans notre autre démonstration, vous allez pouvoir aller sur des politiques, vous avez des questions récurrentes liées à la politique RH, liées à des questions, par exemple un collaborateur qui va passer en temps partiel et qui veut savoir comment sont maintenant gérés ses congés payés. Donc vous êtes toujours un peu dépourvu, démuni, vous ne savez pas où trouver l'information et surtout trouver la dernière information. Ce qu'il faut bien comprendre sur ces écrans, c'est que cet assistant politique RH est mis à jour en temps réel grâce aux bases de données qui sont elles-mêmes effectivement renseignées derrière effectivement ces outils. Donc très rapidement, vous êtes en capacité d'offrir à votre collaborateur une réponse structurée avec les dernières informations à jour pour pouvoir répondre à la question usuelle. Ça vous évite bien évidemment de perdre du temps, d'engorger effectivement les équipes RH sur des questions basiques, mais néanmoins très fréquentes, ce qui représente environ 30% d'une équipe RH en général, ce qui est beaucoup. Ces exemples démontrent l'important impact sur la fonction RH. On imagine que les ressources humaines ont également un rôle important à jouer dans l'accompagnement de la transformation des métiers par l'IA. Claire ? Oui, alors je pense qu'on a tous évoqué aujourd'hui. On est sur des bouleversements, des changements profonds de nos métiers, pas seulement RH, tous les métiers. Les équipes RH doivent être un partenaire stratégique de ces transformations. Et il est certain qu'il va falloir faire évoluer les compétences. Faire évoluer ces compétences, ce sera aussi un gage d'attractivité des métiers dans les entreprises. Donc on a un vrai rôle à jouer en tant qu'RH. Et l'idée, c'est vraiment bien sûr de ne pas suivre le mouvement. C'est d'être finalement des architectes avec bien sûr les opérationnels de ces transformations. Merci. Nous allons désormais passer au troisième temps qui est fort de ses convictions sur le potentiel, fort de ses retours d'expérience concrets qui montrent l'importance de traiter l'IA en partant de domaines métiers et non pas de cibles trop précises, trop réduites. Nous allons désormais partager nos convictions sur les facteurs de succès et les potentiels de l'IA. Pour cela, je me tourne à nouveau vers Mathieu, qui pilote notre approche de transformation et qui dispose d'une bonne expérience. Mathieu, quelles sont justement les convictions que tu as forgées sur la base de nos apprentissages ? Effectivement, la première conviction qu'on s'est forgée, c'est que les assistants IA aujourd'hui, c'est un gisement de productivité très fort et donc un levier de compétitivité puissant pour les entreprises. On a mis ici deux exemples d'analyse sur deux périmètres différents. Le premier, c'est à gauche, c'est un exemple d'un grand groupe sur sa fonction supply chain, un grand groupe qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on voit que finalement, et le deuxième exemple à droite, c'est une entreprise de taille intermédiaire dans la grande consommation qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ces deux exemples, on voit que les impacts en termes d'efficacité sont très forts sur l'ensemble des métiers. Souvent entre 20 et 40% selon les métiers. Alors bien sûr, ça varie d'un métier à l'autre et d'une entreprise à l'autre, même pour un même métier. Voilà. Et jusqu'à des impacts même plus importants sur le customer service avec des exemples comme on a vu tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que finalement, dans ces deux cas, on est sur un niveau d'impact en termes de gain d'efficience qui est très fort. Un peu plus de 30 millions d'euros dans le premier exemple, 7 millions d'euros dans le deuxième. Voilà, c'est un impact très fort. Et finalement, la conviction aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire levier de ce gisement de productivité.
On peut utiliser ces gains de productivité pour investir du temps sur de la performance, donc rediriger des équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, développer davantage de projets de transformation. Donc, premier levier, quelque part, pour utiliser ce gisement de productivité. Le deuxième aussi, très important, c'est l'attractivité des métiers, justement en rendant les métiers plus intéressants, plus attractifs, on peut attirer les meilleurs talents et c'est aussi un facteur de performance très fort pour les entreprises. Et effectivement, le troisième façon de faire levier complémentaire, c'est aussi de rechercher de la compétitivité économique et de resizer quelque part l'organisation. Mais voilà, notre conviction première, c'est celle-ci, que c'est un levier de compétitivité majeur pour les entreprises. Deuxième conviction, c'est que finalement, ce qui est important, c'est de savoir par où commencer. Finalement, on voit que des opportunités, il y en a dans tous les métiers, et il y a des dizaines de cas d'usage sur chaque métier. La question qui arrive rapidement, c'est par où commencer. Et de la façon assez naturelle de prioriser, de façon un peu classique, c'est enjeu accessibilité. Donc enjeu, c'est le potentiel d'efficience valorisé qu'on a vu tout à l'heure. Et quelque part, l'accessibilité va être tirée par la complexité à équiper la fonction de l'ensemble des assistants nécessaires. Et donc ça, c'est assez lié quelque part à la répétitivité des tâches. Autant un customer service, un approvisionneur ont des tâches assez répétitives. On a vu l'approvisionneur tout à l'heure, c'est des journées qui se répètent. Une fois que j'ai équipé l'ensemble des activités de sa journée, je l'ai complètement équipé du set d'assistants dont il a besoin. En revanche, si je vais sur des métiers où il y a beaucoup plus de diversité, comme un chef de projet, un manager logistique, un manager supply chain, là, l'effort pour construire les assistants nécessaires va être plus important. Et donc, naturellement, on a tendance à commencer par, classiquement, les fonctions assez répétitives sur lesquelles il y a un enjeu important. Donc, souvent, effectivement, Appro et Customer Service, c'est pas un hasard si on avait ces deux exemples avant, sont des métiers qui ressortent dans l'environnement supply chain en priorité. Troisième conviction, on en a aussi un petit peu parlé dans les exemples, on est convaincu que pour mener à bien ces approches-là, il faut avoir une approche qui est très focalisée sur un métier donné et qui est très terrain. Parce que finalement, on se rend compte que tant qu'on n'a pas analysé et revu dans le détail l'activité sur le terrain, on a un petit peu du mal à bien capter tous les cas d'usage potentiels. Donc c'est pour ça que notre approche, c'est de commencer par aller sur le terrain, passer plusieurs jours sur le terrain, comprendre l'activité, observer, et à partir de là, construire le processus augmenté par IA pour supporter le métier, qui permet ensuite de construire les assistants pour justement réaliser cette augmentation. Et puis, avec aussi, en parallèle de ça, une approche de transformation, de conduite du changement qui est très importante et qui va être focalisée sur l'adoption, la mesure de l'impact, l'adoption pour s'assurer quelque part que le processus augmenté se met en place et répond bien à l'ensemble des problématiques du métier. Merci. Guilhem, cette approche est-elle valable, quel que soit le contexte, et en particulier, quelle que soit la taille de l'équipe métier concernée ? Ouais, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Et quand est-ce que ça vaut le coup, finalement, d'aller vers cette démarche d'assistant intégré ? En fait, ce qu'on voit, c'est que ça vaut le coup assez vite, finalement. Cette notion d'assistant complètement intégré, qu'on va interconnecter aux différents systèmes et qui va finalement jouer le rôle d'assistant d'une fonction métier particulière, comme on le voit un peu sur la matrice là, dès lors qu'on est sur des tailles d'équipe de 5 personnes à 10 personnes, finalement, dès qu'on est sur des tâches qui sont un peu récurrentes, même à l'échelle de la semaine, ça devient intéressant. A fortiori, quand on est sur des tâches qui sont au jour, comme le disait Mathieu, sur des métiers comme la pro, comme Customer Service, et donc même sur des équipes un peu plus petites, si on est sur du très répétitif au quotidien, même à moins de 5 personnes, on commence à pouvoir avoir des ROI qui sont inférieurs à 1 an sur la construction de ces assistants intégrés. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est en dessous de cette diagonale, quand on n'a pas cette masse critique de répétitivité, ou bien qu'on est sur des toutes petites équipes qu'on cherche à outiller? Eh bien, c'est là qu'on va avoir plutôt une sorte de plan B, d'avoir des assistants qui sont peut-être moins intégrés, mais à contrario plus flexibles. Donc ce que ça va vouloir dire dans le quotidien des gens qui vont expérimenter ces solutions, c'est davantage de copier-coller. Globalement, c'est d'éviter l'interconnexion qui finalement est difficile à industrialiser parce que peu fréquente et ça dépend à chaque fois finalement, et plutôt de laisser faire cette intégration de données, si je peux dire ça comme ça, par la personne qui utilise l'assistant, donc dans des assistants qui sont un peu moins intégrés, mais qui restent finalement dans l'outillage de la fonction. Donc ce qu'on voit, c'est que quand on est moins intégré, forcément, on gagne moins en efficacité. Du coup, le panier des tâches adressables, c'est à peu près la moitié. C'est à peu près 50% du gain total d'efficience qu'on aurait pu avoir qui reste adressable quand on est un peu moins intégré. Et voilà, pour le redire, dès lors qu'on passe cette taille critique,
il y a un vrai potentiel additionnel à aller chercher ce niveau d'intégration. Donc après, la question qui se pose, c'est, une fois qu'on a compris ça, et donc si on veut aller vers cette vision d'assistant intégré, comment on le construit? Quelles sont les briques technologiques qui vont contribuer à cette vision-là dans le concret? Et en fait, c'est plusieurs briques technologiques, au pluriel. On va avoir au centre de tout ça, c'est l'IA. L'IA sous sa forme actuelle des LLM, finalement, les Large Language Models, qui finalement sous-tend tout ça, avec la capacité de raisonnement et de compréhension du monde que ces modèles arrivent à intégrer. Mais cette IA en isolation, elle ne sert pas à grand-chose. Et donc c'est toute l'interconnexion qui vient autour et qui est représentée sur cette slide qui va permettre vraiment d'appeler ça des assistants intégrés. Donc concrètement, on parle de quoi? On parle de capacité additionnelle de vision, donc savoir traiter de l'image, du tableau, savoir traiter des documents qui sont très visuels et pas uniquement du texte écrit sur un Word. On parle de la capacité à mobiliser des outils, ça veut dire pouvoir s'intégrer avec un ERP, pouvoir s'intégrer avec une base de données, lancer des requêtes, aller chercher de l'information, mais aussi aller écrire cette information quelque part, et c'est le point d'après, avec la notion de pouvoir s'interfacer avec des briques de RPA, ou maintenant, plus récemment, on parle aussi d'outils de computer use. Finalement, c'est donner la main à une IA sur un PC, sur un outil, pour qu'elle puisse répliquer des clics dans des interfaces. Donc aller saisir de l'information dans un portail, par exemple, ou bien aller à nouveau entrer une date de confirmation dans un ERP pour un approvisionneur. C'est aussi la capacité à exécuter des workflows, donc vraiment une séquence d'étapes prédéterminées. C'est aussi la capacité à s'intégrer aux bases de connaissances internes de l'entreprise. C'était démontré sur le cas RH par Claire juste avant. Voilà, la capacité à intégrer les politiques internes pour pouvoir répondre à des questions de manière fondée, factuelle. Et puis c'est aussi la capacité à mettre des interfaces par-dessus tout ça, qui sont des interfaces utilisateurs pensées pour le métier. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu cet exemple à travers le premier cas que présentait Mathieu, d'une interface très customisée où finalement, il n'y a pas de chatbot. Vraiment, on est sur quelque chose qui a été construit à façon, qui vient outiller les vrais besoins, c'est-à-dire d'avoir des alertes, d'avoir un suivi, et non pas de poser des questions à une IA. Et chaque besoin est un peu différent, chaque besoin a un peu besoin de son interface propre. Donc ce qu'on voit à travers ça, c'est que finalement, outiller une fonction à travers un assistant intégré, eh bien, c'est mobiliser toutes ces briques technologiques qui doivent s'imbriquer les unes les autres. Et nous, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, pour faire ça bien, ça suppose de le faire de manière très customisée. Voilà, il n'y a pas d'approche complètement unifiée sur le marché qui vous permette d'interconnecter ça de manière plug and play. Il faut mobiliser tous ces composants qui existent de manière indépendante, mais pouvoir les interconnecter entre eux. Et c'est aussi ça notre rôle qu'on assume pour nos clients. Mathieu, quelles sont les actions que le cabinet Argan & Co recommande à une entreprise pour bien saisir le potentiel de l'IA? Alors effectivement, pour commencer, en général, on recommande à nos clients 3 actions complémentaires. La première, c'est une étape de mobilisation d'une core team. Et souvent, on peut faire ça sous la forme de ce qu'on appelle un AI Starter Day, c'est-à-dire une journée où on va mobiliser une équipe de 10 à 15 personnes qui va permettre à la fois de mettre en place un certain nombre de fondations, de faire de l'acculturation et aussi de se faire une première idée du screening des différents métiers de l'entreprise, une cartographie pour identifier là où il y a du potentiel, là où on pense qu'il y a le plus de choses à faire. Et c'est aussi souvent très important dans cette première journée de mettre les mains dans l'IA, que les participants puissent tester, construire des assistants sur des cas réels. Ça leur permet vraiment d'appréhender ce qu'on peut faire avec la technologie et de s'approprier vraiment le sujet. Donc ça, c'est généralement une première étape qui permet à nos clients de mobiliser une équipe cœur autour de ce sujet. Les 2 étapes suivantes sont assez complémentaires. Souvent, il y a besoin de, quelque part, construire sa roadmap, c'est-à-dire de dire ok, j'ai un certain nombre de métiers, par où commencer, quels moyens je dois prévoir pour réaliser ces transformations. Donc voilà, c'est un travail de roadmap, de transformation assez classique, mais qui est nécessaire pour pouvoir s'organiser et prévoir les ressources nécessaires sur les années à venir pour réaliser cette transformation. Et généralement, en parallèle de ça, nos clients lancent également des étapes de pilote, c'est-à-dire qu'on a identifié dès la première étape ou au début de la phase de roadmap quelques métiers prioritaires sur lesquels on est convaincu qu'il y a un enjeu fort et que c'est une bonne option que de commencer par ces métiers-là, de lancer un premier pilote et construire une première solution fonctionnelle sur ce pilote pour commencer à apprendre et rentrer dans cette transformation IA. Et justement, on a fait un petit zoom ensuite sur cette étape de pilote
comment elle peut se matérialiser. Oui, effectivement, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que on va voir ici un petit peu les durées de cette démarche-là. On commence par un état des lieux, un trait terrain, comme le disait Mathieu, un vie ma vie, et vraiment aller voir dans le détail les différentes tâches qui sont utilisées, les outils, qu'est-ce qui est fait, quelle est la variabilité de ces processus-là. On sort de là avec une vision très claire de ce qui va pouvoir être outillé dès aujourd'hui ou ce qui potentiellement sera outillé plus tard. Et donc l'idée, c'est d'aller très vite dans une phase de prototypage. Donc prototypage, c'est pas un prototype fictif, c'est un prototype fonctionnel, de pouvoir se dire, je construis vraiment cette logique-là avec l'interface, avec les workflows IA qu'il y a derrière, les agents qui vont travailler, tout ça dans cette vision complètement intégrée. Mais on n'est pas encore au stade où c'est connecté au système en live. Vraiment, c'est de faire une idée sur comment ça va marcher tout ça, qu'est-ce qui fonctionne bien, quel est le temps qu'on peut gagner sur chacun des exemples, et on va le faire par échantillonnage, de se convaincre et de vérifier qu'effectivement on gagne bien du temps sur des exemples précis et concrets. Et puis naturellement, l'étape qui vient après, c'est l'industrialisation. Le déploiement, c'est effectivement prendre la solution qu'on a construite, l'interconnecter aux différents systèmes pour qu'elle puisse tourner en live tous les jours et vraiment équiper le métier. Et donc après, effectivement, cette solution-là, il faut la maintenir dans le temps. Il y a une maintenance purement technique, juste vérifier que les machines tournent bien, etc. Mais aussi que les flux de données qui l'alimentent tournent bien. Et puis il y a une notion de maintenance qui est aussi un petit peu nouvelle de vérification de l'usage de ces technologies-là. Donc vérifier qu'effectivement tout le monde l'utilise bien à son plein potentiel. Et vérifier aussi la fiabilité des solutions. Donc effectivement, l'IA qui travaille n'hallucine pas, ne fait pas de fausses décisions, etc. Donc vérifier en permanence qu'on n'a pas de dérive sur la qualité du système lui-même. Et donc ça, c'est aussi tout un pan du monitoring qui est assez nouveau, malgré tout, pour les équipes techniques de nos clients aussi. Donc ce qu'on voit, c'est que bout en bout, sur ce type de démarche, en fait, il faut se dire qu'en quelques semaines à quelques mois, on doit pouvoir arriver à une version 1 fonctionnelle et utilisable par les équipes au quotidien, mais qu'après, évidemment, on est dans une démarche très agile qui consiste à enrichir ce socle de départ avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités, puisque, comme disait Mathieu, à l'échelle d'une fonction, c'est potentiellement plusieurs dizaines de cas d'usage incrémentaux qu'il faut pouvoir adresser. Donc forcément, dans la V1, il n'y a pas les plusieurs dizaines, il y en a quelques-uns, et ça va être alimenté au fil de l'eau et enrichi au fil de l'eau. Merci à tous les trois pour ces apprentissages concrets, éclairés par de la pratique vraiment aguerrie et qui permettent de rentrer dans le détail et de partager des convictions de ce fait très éprouvées déjà au regard de réalités opérationnelles variées. En synthèse, nous avons élaboré et bâti chez Argan & Co 4 convictions que nous résumons ici. La première, c'est que l'IA dispose et présente un vrai potentiel de compétitivité et qu'il est important de s'en occuper le plus vite possible. Le deuxième apprentissage est que la question clé est comment s'y prendre. Et en particulier, on a constaté, on voit dans ces retours d'expérience qu'il est important de partir des métiers, de bâtir des solutions qui sont sur mesure et dédiées aux métiers. C'est de ce point de vue-là une conviction qui se démarque d'une posture assez générale aujourd'hui qui est trop ciblée sur des morceaux, des cas d'usage, alors que notre conviction est qu'il faut vraiment embarquer le métier dans son intégralité et dans la variété des cas d'usage que le métier vit au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que c'est accessible dès maintenant. On a partagé dans nos retours d'expérience des gains d'efficience et de qualité qui sont significatifs et qui sont accessibles à un horizon finalement assez court, puisque, on l'a vu, ça prend, en tout cas les solutions peuvent être mises en œuvre à un horizon de quelques mois et que l'on a des ROI disponibles dans beaucoup de cas à un horizon inférieur à 1 an. Maintenant, pour saisir ce potentiel, il y a 3 conditions de succès et on vous recommande, on recommande à nos clients de ne pas partir de zéro, de bien mobiliser l'expérience d'acteurs qui ont déjà une puissance aguerrie. Le premier facteur de succès, c'est de prioriser les cas métiers où les enjeux et l'accessibilité sont forts. Le deuxième facteur de succès est de retravailler le processus et l'assistant IA conjointement, donc vraiment de reconcevoir le processus et les processus métiers conjointement avec l'assistant IA qui va intégrer et retravailler des cas d'usage et, comme on l'a vu, des briques technologiques variées. Et troisième facteur de succès, bien évidemment, l'enjeu est de faire de l'IA aujourd'hui un assistant des équipes en place
et donc de bien travailler la conduite du changement et l'accompagnement des équipes pour que l'IA soit un assistant à part entière. Les intervenants de ce webinaire sont à votre disposition pour à la fois approfondir certains points partagés aujourd'hui et également pour vous aider à passer à l'action. Vous avez leurs coordonnées sur cet écran. Nous vous encourageons désormais à passer vite à l'action justement et nous vous souhaitons de bonnes expérimentations. Merci et à bientôt.